Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'industrie de la gestion passive avec différentes actualités que nous apporte l'Observatoire ETF des équipes de Yomoni et son chef économiste et directeur des investissements, Olivier Maltès, qui est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup et bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon anniversaire à Yomoni qui a célébré donc le 2 juillet dernier ses 10 ans d'existence. Exactement, c'est 10 ans. Donc au bout de 10 Aventure pionnière, il y a 10 ans. Aventure pionnière sur les ETF. Aujourd'hui, ça paraît presque une évidence, mais il y a 10 ans, les parts de marché n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On était à 6% globalement en Europe. On a un peu plus de 20% aujourd'hui, donc c'est pas la même chose. Et 10 ans après, on a 70 000 clients, 1,7 milliard d'euros sous gestion. Donc on est content, ça marche bien. Le plan de marche s'est déroulé à peu près comme prévu pour les équipes de Sébastien Dornano, etc. Oui, c'est toujours un peu plus long à démarrer, évidemment. On est toujours un peu plus pressé, mais on voit que ça accélère bien. C'est vrai qu'on est aidé par la vague ETF et puis l'élargissement globalement des ETF. Et on en a profité pour annoncer aussi le lancement d'une nouvelle marque qui s'appelle Altéis, vraiment pour faire du B2B2C. En fait, on se rend compte que on a d'abord été sollicité par Erest, sur lequel on avait communiqué aussi en multifamily office, que les multifamily office et les CGP de plus en plus s'intéressent globalement aux ETF. Et ce qu'on leur propose, c'est sur la marque Altéis plutôt que Yomoni, évidemment, de leur ouvrir la gestion, de leur offrir des mandats, de leur faire des mandats de gestion en ETF, de les aider dans cet acte. Vous avez un statut de société de gestion, je le rappelle. Société de gestion, tout à fait. On est la seule société de gestion complètement digitalisée. Globalement, on est société de gestion, ce qui nous permet du coup de faire des mandats de gestion pilotés. Et donc, on a il y a un site, Altéis, et qui permet du coup, sous une marque B2B2C, d'accompagner du coup les CGP qui souhaiteraient. Évidemment, il n'y a pas les mêmes rétrocessions bien sûr. Business actuel, donc ça leur permet de libérer plus de temps, de garder vraiment la relation clientèle auprès de leurs clients. Nous, on est juste là pour leur donner le moteur. Et eux vous rapportent que leur client, le client final du CGP intermédiaire, il a de plus en plus. Cette solution de gestion en ETF, finalement, elle leur convient. Ils ont de plus en plus de demandes, de toute façon, et soit ils y passent beaucoup de temps sans avoir forcément la rémunération adéquate. C'est compliqué de passer en honoraire et ainsi de suite. On a tous ça en tête. Soit ils délèguent cette partie-là. Ils restent vraiment là où ils apportent le plus de valeur ajoutée sur le reste de leur activité, sur lequel on n'est pas du tout présent, on n'a pas vocation à être présent, et donc on le fait sur une marque peut-être un peu moins importante que Yomoni. On verra dans 10 ans. Exactement. Et donc voilà, donc ils sont évidemment les bienvenus, on sera à Patrimonia, et donc on pourra échanger tout ça et construire avec eux vraiment cette marque et cette proposition de valeur. En tout cas, c'était un peu l'annonce des 10 ans. Ah oui, bien sûr. Oui, c'était pas un anniversaire pour rien. Jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Bon, si on en revient au baromètre, à l'Observatoire ETF, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire de la collecte du mois de juin, les flux qui ont animé ce marché? Oui, alors les flux ont été peut-être un peu plus stables, mais 20 milliards quand même de collecte sur le mois de juin, donc c'est l'équivalent de ce qu'on avait en juin 2024. Donc c'est un peu plus faible que ce qu'on a connu depuis le début de l'année, mais ça reste quand même globalement consistant et vraiment en équilibre avec 2024. Si on regarde donc sur le semestre, depuis le début de l'année, on est à 160 milliards de collecte. L'année 2024 qui était l'année record en Europe sur les ETF, on était à 100 milliards, donc on est quand même à plus 60% de hausse par rapport à l'année de record. Donc pour l'instant tout se passe bien, même si le mois de juin du coup est solide, mais en ligne par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Toutes les classes d'actifs ont collecté. Toutes les classes d'actifs ont collecté, y compris les matières premières. Donc on a 9,7 milliards globalement sur les actions. Donc c'est un petit mois pour les actions globalement. On y reviendra peut-être juste après. 7,8 milliards sur l'obligataire et 2,2 milliards sur les matières premières, essentiellement les métaux précieux, donc 1,3 milliard sur l'or, aussi l'or à collecter en ETF, 600 millions sur l'argent, et le pétrole, c'est juste flat, 76 millions globalement, sur évidemment des marchés qui ont été un peu plus chahutés sur le pétrole. Donc voilà, 2,2 milliards quand même de collecte sur les matières premières. Effectivement. On a souvent expliqué, vous nous avez souvent expliqué que effectivement ces marchés que les ETF n'étaient pas forcément la porte d'entrée privilégiée pour s'exposer à ces marchés de matières premières. Il peut arriver qu'il y ait quand même un peu de collecte et un peu de flux sur ce type de produit indexé sur les c'est pas la matières préférence, premières. On le voit, l'or fonctionne très bien, mais c'est pas forcément via ETF que les investisseurs investissent. Bon, sur les actions, vous disiez mois solide, mais un mois en ligne, on va dire, avec l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les dynamiques justement observées sur les flux actions? 9,7 milliards, donc c'est le plus bas depuis avril 2024, donc c'est relativement bas. On a toujours les grosses capitalisations mondiales, évidemment. Plus surprenant, les actions émergentes se placent en deuxième position en termes de thèmes qui ont intéressé, donc avec la faiblesse du dollar évidemment. Ça fait du sens de s'exposer sur les marchés émergents. Les grandes capitalisations japonaises aussi ont tiré leur épingle du jeu.
Sur le segment vraiment action américaine, c'est la croissance, évidemment, qui est revenue. Ça fait 3 mois de bonne performance sur tout ce qui est tech, notamment. Donc la croissance US a collecté côté ETF. Et en sectoriel, les industries et les matériaux ont tiré leur épingle du jeu. Dans ce qui a décollecté, parce qu'il y a quand même des choses qui ont décollecté globalement, il y a les actions américaines en grande capitalisation et en moyenne capitalisation, globalement. Donc hormis la croissance, ça a globalement décollecté aux actions US, les actions nordiques. Et au niveau sectoriel, les financières, donc je pense qu'il y a eu pas mal de gains aussi pris. Là, c'est des prises de profit. Exactement. Oui. Et les biens de consommation et de services, globalement aussi, qui ont décollecté. Donc sur le mois. Mais c'est vrai que les actions américaines, c'est rare. Les grosses capis, c'est quoi? Parce que le rebond a été rapide, violent. Certainement. Et donc c'est vraiment sur la tech, on est revenu. C'est ça. Globalement sur la tech. Sur les bonnes vieilles recettes qui ont bien fonctionné à nouveau. Sur la partie obligataire, entre le souverain, la dette d'entreprise, comment les choses se sont réparties là sur le mois de juin? La collecte essentiellement sur l'investment grade euro, donc les obligations d'entreprise européennes, l'agrégate, alors couvert en CHF, donc ça c'est des flux qui peuvent être aussi un peu particuliers sur certainement des banquiers privés, donc en agrégate, les obligations émergentes aussi en devise locale, donc on voit que l'émergent, que ce soit côté action ou côté obligataire, a connu un bon mois de juin. Et sur le souverain, ce qu'à noter, c'est que la collecte, elle est vraiment sur le cours, que ce soit en dollars ou sur la zone euro, on reste vraiment sur du court terme. Dans les décollectes, on retrouve le souverain américain, donc sur du plus long terme, l'investment grade aussi américain qui a globalement décollecté, les obligations diversifiées, donc le global aggregate en euros aussi a décollecté, et tout ce qui va être aussi inflation US, et de manière plus particulière, les obligations en yuan aussi, les ETF obligataires en yuan aussi ont décollecté globalement. Pour les produits ESG au sens large, donc à la fois sur les actions et les obligations, on stabilise un peu les choses, on arrête de décollecter là? Alors globalement, on va voir la chose, le verre à moitié plein. Globalement, on a une collecte légèrement positive sur le ESG. En fait, sur les actions, ça a redécollecté. Donc le mois dernier, on était revenu en collecte positive après plusieurs mois de décollecte. Les actions sont redevenues en décollecte. C'est vraiment le marché obligataire, les ETF obligataires qui ont collecté avec environ 24% de la part de marché sur les souscriptions nettes sur le marché obligataire qui ont été sur le ESG. Et ça a décollecté encore sur les actions. Et ça reste très très faible, globalement, les parts de marché qui continuent de baisser légèrement sur le côté ESG. Donc c'est toujours pas le retour globalement des flux sur le ESG en ETF. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté des émetteurs? Alors toujours le classement de ceux qui détiennent le plus d'encours. De ce point de vue-là, il y aura sans doute pas de changement. Ce qu'on peut noter, c'est que sur les 20 plus gros émetteurs globalement en ETF, tout le monde a une collecte positive. Donc on voit quand même que globalement la collecte est positive. BlackRock est toujours en tête. Donc ça c'est rare quand BlackRock est pas en tête. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que par rapport parmi les plus gros du marché, les 3 plus gros, en fait, c'est le seul à garder vraiment son rang et avoir une collecte qui est en ligne avec ses parts de marché. Amundi se retrouve 17e en termes de collecte sur le mois. DWS, qui est 3e, et se retrouve 12e vraiment sur le mois. Donc c'est vraiment, BlackRock arrive à maintenant dans un environnement qui était plus de volatilité pour ceux qui essayent de se raccrocher à BlackRock. Exactement, ça a été un petit mois pour les gros. BlackRock est resté, du coup, c'est à noter, parce que c'est jamais facile de tout bien sûr. Et c'est vrai que on a eu quand même pas mal de souscriptions en obligataire et BlackRock est très présent sur le marché obligataire également, donc c'est peut-être ce qui les a aidés. UBS est classé 2e du coup en termes de flux et HSBC 3e sur le mois de juin, donc 2 beaux mois pour UBS et HSBC. Bon, et puis à mi-parcours 2025, là vous vouliez mettre un petit focus sur l'émetteur américain, c'est américain, VanEck? Oui, VanEck qui a fait une bonne collecte globalement sur le semestre, parce que c'est vrai que les classements sont toujours relativement figés, faut plutôt aller jusqu'à la 20e position pour voir PIMCO qui vient gratter à la 20e ou la 21e, mais VanEck a globalement plutôt des bonnes souscriptions avec les thématiques, ils sont spécialisés sur les ETF thématiques, donc il y a eu la défense évidemment, mais il y a un certain nombre de thèmes, on voit qu'ils font pour l'instant une bonne année. Sur le premier semestre. Bon, à propos d'ETF thématiques, dans les lancements de produits, qu'est-ce qui a retenu votre attention là au mois de juin, Olivier? Alors on a eu 25 lancements globalement sur le mois, donc un bon mois, surtout actions, 18 actions, 4 obligataires, 3 ETF allocataires, vous savez, qui mixent, qui ont des points à peu près cibles entre actions et obligations, qui viennent faire un peu de la gestion pilotée à notre place, mais voilà, de manière... Le 60-40 en ETF. Exactement, donc donc il y a ça, et puis alors sur le côté ESG,
proposer uniquement 2 émissions avec des critères extra financiers. Ce qui est intéressant de noter, j'ai trouvé, c'est qu'on a une émission obligataire ESG avec Goldman Sachs sur les obligations émergentes. Ouais. Et Amundi a lancé un ETF obligataire ESG aussi sur les actions émergentes. Donc c'est vraiment l'émergence sur les deux. Émergent et ESG. Là, on est sur oui. Et à la fois actions, donc côté Amundi et obligations pour Goldman Sachs. On a un nouvel ETF thématique défense européenne de State Street. Donc on voit que ça continue à avoir des nouvelles émissions. Donc State Street avec la marque SPDR évidemment. Et Fineco AM, qui est un plus petit acteur, qui a lancé donc 6 ETF, donc une grosse activité. 3 ETF actifs actions, donc avec un ETF actif monde, zone euro et puis US évidemment. Et puis donc c'est eux qui ont monté 3 ETF allocataires avec une version prudente, avec 20% d'actions, une version diversifiée 60% et une version plus agressive à 100%. Évidemment, ça marche les ETF d'allocation ? C'est pas les premiers, hein. Il y en a qui existent. Moi qui fais un peu l'allocation un peu plus active, je vais vous dire que ça marche pas. Mais non, mais c'est, on va quand même suivre ça avec vous. C'est dans la lignée des ETF plus ou moins actifs et actifs, évidemment, avec les tentatives de part de marché sur la gestion indicielle, c'est de bonne guerre. On verra. Bon, alors quand on fait de l'allocation active sur la base d'ETF, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi le message et les positionnements que vous recommandez sur les différents profils pour l'été en l'occurrence ? Nous, on est resté globalement prudent, donc sur un équilibré 50-50 qui est notre profil P6, on a 55% d'obligations, 45% d'actions toujours, donc on reste plutôt prudent parce qu'on trouve que on est content du rebond du marché, mais on trouve que ça a peut-être été un petit peu rapide, donc on reste prudent sur le historique. On fasse 20% de baisse en quelques semaines, non. On n'a jamais vu ça. Donc ça prend 14 mois, on m'a dit d'habitude d'effacer un bear market. Donc on est plus efficace qu'avant. Non, mais donc du coup on reste plutôt prudent. On n'a pas fait grand-chose en termes d'allocation. On a toujours un biais tactique sur les actions de la zone euro. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait environ 10% de notre action US qui était sur de l'équi pondéré. On a réduit un petit peu pour reprendre un petit peu de tech. Donc on garde 5% d'équi pondéré pour diversifier un petit peu plus. On est relativement confortable sur les positions, sur les valeurs technologiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un retournement de marché globalement, c'est certainement les actions qui souffriront le plus, puisqu'en termes de valorisation, c'est toujours un peu plus tendu. Donc on va rentrer dans un cycle de publication trimestrielle. Donc voilà. Donc on n'a pas changé grand-chose. On a réduit un petit peu sur les collie weighted pour remettre un petit peu de valeur technologique. Parce qu'on est globalement plutôt serein quand même sur l'été. Mais on reste prudent globalement. On ne reste pas surpondéré à action. On attend de voir. Et puis, oui, il y a pas mal d'échéances. C'est 3 semaines denses de publication de résultats. Et puis le 1er même si le marché il n'y a plus les droits de douane, il y aura quand même toujours ces problèmes de douane qui reviendront à un moment ou à un autre. Je crois qu'on a compris. C'est là pour nous accompagner encore quelques temps. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès, on vous retrouvera à la rentrée, directeur des investissements de Yomoni, qui nous accompagne une fois par mois, le 2e vendredi du mois, pour faire ce tour d'horizon de l'actualité de l'industrie de la gestion passive dans Smart Bourse sur Bismart.